l'immobilier a commencé. Elle a commencé assez fortement. Elle a commencé sur l'ensemble de la France. Et aujourd'hui, ce que beaucoup d'entre vous se demandent, c'est est-ce qu'on a fini avec la baisse et qu'on va revenir à un immobilier normal? Est-ce que c'est le moment d'acheter, étant donné que les taux d'intérêt sont en train de monter fortement, ou est-ce que on est à la veille d'une très forte baisse, peut-être même d'un krach immobilier? Et pour répondre à ces questions, eh bien, j'ai invité Étienne Henry, qui est rédacteur en chef aux publications Agora. Étienne Henry, bonjour. Bonjour. Donc, ma première question, c'est, on a actuellement une baisse de l'immobilier qui est, d'après les agences, partout en France maintenant, c'est pas uniquement Paris ou les grandes villes. Est-ce que cette baisse, elle est d'ampleur importante? Est-ce qu'elle est d'ampleur importante, par exemple, excusez-moi, est-ce qu'elle est d'ampleur importante? Point d'interrogation. Et surtout, est-ce qu'elle va se poursuivre dans les mois qui viennent, ou est-ce qu'on est juste sur une petite correction qui va tout simplement s'arrêter? Alors, ce qui est intéressant avec cette baisse, c'est pas vraiment le niveau qu'elle a au début de l'été 2023, c'est surtout comment est-ce qu'elle est arrivée. Vous le disiez justement tout à l'heure, elle a quand même commencé par Paris et la région parisienne avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire. Mais si on regarde à date de fin mai les derniers chiffres de la Fédération nationale de l'immobilier, on avait encore la France qui était dans le vert quasiment partout et la région parisienne qui était en légère baisse. Là, aujourd'hui, la baisse se transfère sur tous les territoires, mais sur 12 mois glissants, on a encore beaucoup de territoires qui sont encore en légère hausse ou en stabilité. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de souligner qu'il y a quand même deux typologies très différentes d'immobilier en France. Vous avez, si je schématise, l'immobilier de rendement où les gens ils achètent des biens pour toucher des loyers, ce qui leur apporte de l'argent. Et puis vous avez l'immobilier spéculatif où là le rendement était nul, voire négatif depuis des années, mais où on se faisait de l'argent en achetant à un certain prix et en espérant vendre plus cher. Et chacun sait, si vous savez ce qui se passe dans l'immobilier parisien, que ça fait très longtemps que l'immobilier parisien est un immobilier purement spéculatif. Quand on a des rendements locatifs de l'ordre de 2% brut sur lesquels il faut supporter les taxes, notamment la taxe foncière là, qui va devenir un vrai sujet, mais aussi, bon, pas forcément les vacances locatives, parce qu'à Paris ça se loue vite, mais vous avez toujours des travaux à faire, vous avez des remises aux normes, puis si vous reste un peu d'argent, vous allez payer des cotisations sociales, des impôts. Bref, vous faites complètement matraquer sur l'immobilier parisien et vos 2% bruts se transforment souvent en -1, -2% net. Pourquoi est-ce que les gens continuent à faire l'immobilier parisien? Je parle des investisseurs, hein, pas des gens qui habitent. Eh ben, c'est pour espérer une plus-value à la revente. C'est vrai que depuis 10 ans, la bulle se poursuivait. Hein, on a atteint des prix au mètre carré complètement délirants, du 5 000, du 7 000, du 10 000, du plus de 10 000. Quand est-ce que ça allait s'arrêter? On ne savait pas, et ça s'est arrêté avec la hausse des taux d'intérêt depuis 9 mois. Donc c'est normal que l'immobilier parisien, et dans les villes très chères où il n'y avait pas de rendement immobilier, soit le premier immobilier à craquer. Donc cette baisse de prix qui était attendue parce qu'on sait que la hausse des taux d'intérêt et la hausse de la rémunération de l'argent gratuit fait baisser le prix des actifs, hein, vous savez, c'est l'équation mécanique qu'on dit souvent, quand les rendements montent, les prix baissent. C'est vrai pour les obligations, mais c'est vrai pour tous les actifs qui génèrent un rendement. Donc cet immobilier a été le premier à céder, et là on commence à avoir une contagion sur le reste de la France. Mais c'est une contagion lente qui n'aura pas forcément les mêmes effets parce que les investisseurs n'achetaient pas pour les mêmes raisons. Donc ils n'ont pas eu forcément de raison de vendre très vite l'année dernière, et ce qui est possible, c'est que ceux qui n'ont pas encore vendu en 2022, quand les taux ont commencé à monter, et en début 2023, ne vont peut-être pas vendre dans les 6 prochains mois. Donc le crack devrait être beaucoup plus dans les villes dont le rendement était nul ou négatif, et beaucoup plus modéré dans les villes où il y avait un vrai rendement pour investisseurs, c'est-à-dire gagner de l'argent avec son argent, et pas juste en espérant faire la culbute en revendant plus cher. Donc en fait, on aurait une province qui serait beaucoup plus. Moi, on me parle souvent de Bordeaux, mais j'ai l'impression plutôt que Bordeaux, moi, est une ville semi-spéculative, mais Ouais, je- Bordeaux, Nantes, toutes ces ouais, villes qui ont eu des pics ces dernières années, on était dans le spéculatif, très clairement. Ouais. d'accord. Et donc on aurait techniquement, en fait, la province serait un peu épargnée, mais elle est quand même entraînée sur la baisse. Donc elle subit quand même une baisse. C'est dû à quoi? C'est le fait que les grandes villes baissent, du coup, ça entraîne tout, ou
ou il y a une autre raison? Enfin, c'est... Il y a plusieurs facteurs là qui expliquent la baisse de l'immobilier d'investissement, hein, donc si on veut parler de celui-là. Donc évitons toutes les grandes agglomérations qui avaient fait du x2 dans les 5 dernières années, parce que là effectivement on est sur du spéculatif. Je vous parle de toutes les villes moyennes, et il y en a beaucoup. Hein, on parle que de Paris dans la presse, mais enfin Paris c'est pas la France. Mmh. Et donc dans toutes ces zones géographiques, on voit qu'il y a une baisse qui est due quand même au pouvoir d'achat des acheteurs qui baisse. Vous savez, il y a ne serait-ce que 2 ans de ça, on pouvait encore emprunter à moins de 1% quand on avait un très beau dossier. Là, ces derniers mois, j'ai vu des dossiers de gens en CDI qui n'avaient pas d'emprunt, avec des couples qui gagnaient chacun 2 000 € par mois, donc c'était le profil idéal pour les banquiers, hein, il y a ne serait-ce que 6 mois de ça, qui se font refuser leurs prêts alors qu'ils ont 15% d'apport. C'est complètement délirant. Donc les banques ne prêtent plus, ou elles prêtent à des taux quasiment à l'usure. Alors on a beaucoup parlé du taux de l'usure qui est remonté, vous savez, en rythme mensuel maintenant. C'est censé soulager les ménages. N'empêche que si aujourd'hui un banquier vous propose de l'immobilier à 4,5% sur 20 ans, si vous êtes investisseur, il faut un sacré rendement avant d'arriver à dégager du bénéfice quand vous payez déjà votre argent à 4,5%. Et là se pose aussi la question des alternatives, parce que, ok, la banque va vous dire, mettez 10%, 15%, 20% d'apport, mais ces 10, 15, 20%, si vous faites une opération à 2, 3, 400 000 €, vous pourriez les mettre ailleurs. Et mettez 200 000 € en bourse, ça fait quand même une certaine somme. Ça vous fait sur 20 ans beaucoup d'argent potentiellement. Donc l'investisseur, je ne parle pas de l'immobilier d'habitation, hein, parce que quand on veut un toit au-dessus de sa tête, on l'achète, et puis après il y a des considérations géographiques, de qualité, d'emplacement, bon, c'est pas trop négociable. Mais quand on est dans l'investissement pur, on regarde les chiffres, et on se dit, voilà, je peux mettre 200 000 € en apport pour un bien où la banque me prête le différentiel à 4,5, et puis moi j'arrive à le louer à 8, bon super, ça fait même pas 4% de rendement. Ou alors je mets tout ça en bourse et je peux espérer mon traditionnel 7-8% par an en dividendes réinvestis sur 20 ans. Modulo les cracks et les choses comme ça, mais on sait que sur 20 ans, bon, la bourse reste relativement sûre dans les Mmh. estimations, dans les espérances de gains. Donc pour l'investisseur, c'est quand même un choix difficile à prendre. Donc on a en fait cette disparition, cette volatilisation des acheteurs qui fait que le marché s'est figé. Et ce que disent pas forcément les chiffres de stabilité à la hausse ou à la baisse, c'est qu'il y a un effondrement des volumes là, depuis 6 mois. Et celui-ci, encore une fois, c'est la petite information qui pour moi a tout son sens, c'est le marché qui disparaît complètement, c'est un peu ce qu'on voit aussi sur les grands indices, le CAC 40 c'est pareil, on voit les volumes quotidiens qui se sont complètement évaporés, ça veut dire qu'il n'y a plus de marché, ça veut dire que la fixation des prix n'a plus lieu avec une profondeur historique. Parce qu'on a des acheteurs et des vendeurs qui disparaissent de façon symétrique. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ça permet d'éviter le crack, c'est-à-dire que si on avait eu tous les vendeurs qui se précipitent vers la sortie, qui veulent liquider leur immobilier là, dans les 6 derniers mois, on aurait eu effectivement une baisse des prix colossale de moins 10, moins 20, moins 25, comme ce qu'on peut voir au Royaume-Uni. Mais en France, on a une situation bien particulière qui fait que les vendeurs sont incités à garder leurs biens, ce qui fait qu'ils sont aux abonnés absents, et ce qui fait que le marché, comment il se régule, pas avec des prix qui baissent donc de 10, 20, 30% en quelques mois, mais avec des volumes qui, eux, baissent de 10, 20, 30% en quelques mois. Et ça, c'est ce que Juste, les chiffres... juste, pardon, la situation bien particulière, c'est lié à quoi? Pourquoi les vendeurs ne vendent pas actuellement? Ah, c'est une excellente question, et on peut la préciser, pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas en France? Parce qu'effectivement, dans les Oui. autres pays, on voit qu'il y a quand même une course aux vendeurs. C'est la spécificité française des emprunts à taux fixe. Et là, en fait, la Banque centrale va payer son péché originel de l'argent gratuit depuis la crise des subprimes. Donc, ça fait quasiment 15 ans maintenant qu'on distribuait de l'argent à tout va. Et aujourd'hui, vous avez des investisseurs immobiliers qui ont emprunté, donc en 2010, en 2015, même en 2020, à 2, 1,5, voire moins de 1%. Et quand vous êtes un investisseur, donc vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'êtes pas pris à la gorge parce que vous avez des liquidités à rembourser, il n'y a pas eu de krach boursier, donc a priori, il n'y a pas de gros appels de marge, de choses comme ça. Donc, si on fait abstraction des événements de vie, les départs à la retraite, les enfants, les décès, les choses comme ça, l'investisseur qui a son patrimoine, qui le fait fructifier, qui aujourd'hui a un emprunt immobilier peut-être de 500 000, 1 million, 1,5 million, donc je parle des investisseurs qui ont un peu de poids, eux, aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à vendre leur immobilier, parce que s'ils vendent leur immobilier sur lequel il y a une hypothèque bancaire, il faut qu'ils remboursent leurs prêts. Donc, vendre un bien immobilier à 1 million d'euros, ça ne veut pas dire juste récupérer 1 million d'euros. Ça veut dire des fois que vous allez récupérer 1 million et puis vous allez en rendre 900 000 à la banque. Et là, Mmh. l'opération, elle change complètement de typologie, parce que votre million d'euros que vous devez à la banque à 1% par an, en fait, il vous rapporte de l'argent juste par le différentiel des taux d'intérêt. Donc, si vous le revendez et que vous avez remboursé votre crédit et qu'il ne vous reste plus que 100 000 euros, je veux bien que les taux d'intérêt aient monté, je veux bien que l'argent sans risque aujourd'hui rapporte 3% en Europe, voire 5% si vous êtes dans la zone dollar, mais gagner 5% sur 100 000 euros, c'est pas la même chose que gagner 7-8% sur 1 million. Donc,
nos propriétaires immobiliers endettés, et ça c'est vraiment la spécificité française, n'ont aucun intérêt à se débarrasser de leurs biens, parce qu'en fait c'est pas des biens immobiliers qu'ils gardent, c'est de la dette bancaire pas chère. Et croyez bien que les banques, elles ont qu'une envie, c'est que les transactions se fassent pour pouvoir déboucler ces prêts, parce qu'elles, elles aimeraient rouler la dette à des taux supérieurs. Mmh. D'ailleurs, il y a un mécanisme qui existait avant, qui a complètement disparu cette année, c'est le portage des prêts. C'est-à-dire qu'avant, si vous étiez propriétaire d'une maison que vous aviez empruntée et que vous vouliez racheter une autre maison, la banque était très heureuse de faire rouler le prêt d'un bien sur l'autre. Vous faisiez une signature, vous changiez l'objet du prêt, et puis la dette était transférée. Pour les banques, c'était gagnant, hein, surtout en période de baisse des taux. Pour l'investisseur un petit peu feignant ou mal renseigné qui savait pas qu'il pouvait avoir moins cher, c'était tout bénéfice pour la banque. Là, aujourd'hui, que les taux remontent, la banque, croyez bien que si elle peut vous obliger à solder votre prêt à 1% pour vous proposer un prêt au taux actuel, elle le fera. Et encore une fois, les opérations blanches ne sont même plus possibles parce que, bon, aujourd'hui, donc comme on se disait tout à l'heure, hein, les prix n'ont pas beaucoup bougé. Donc vous êtes investisseur, vous pouvez avoir 1 million d'euros d'immobilier à Marseille, vous déménagez, vous voulez acheter 1 million d'euros d'immobilier à Lille. Techniquement, au prix au mètre carré, à la rentabilité près, ça va pas changer beaucoup ces dernières années. Mais, la grosse différence, c'est que votre million d'immobilier que vous aviez à 1%, aujourd'hui, si vous voulez emprunter la même somme, ce sera 4 à 4,5%. Donc vous n'allez pas le faire. Parce que si vous avez les mêmes rendements, le rendement total de votre opération, il plonge complètement. Donc on a toute cette typologie de propriétaires, les investisseurs, qui a disparu et qui n'a aucun intérêt à vendre. Aujourd'hui, je ne fais pas de conseils en patrimoine à nos auditeurs, mais globalement, la dernière typologie de propriétaires qui devraient vendre rapidement, à mon sens, c'est ceux qui ont des biens immobiliers remboursés depuis longtemps, sur lesquels il n'y a pas de crédit et sur lesquels il n'y a pas de rendement. Parce que là, effectivement, on peut faire mieux sur d'autres supports, des actions, des obligations, même de l'or. Il n'y a pas forcément besoin de s'embêter avec un bien immobilier au rendement actuel. Mais pour tous les autres qui sont endettés, faites bien le calcul, votre rendement sur capital, pas sur le capital total de l'opération, mais sur votre capital que vous avez investi, parce que souvent ce n'est qu'une fraction du patrimoine immobilier que vous avez. Et donc ces vendeurs-là, ils sont calmes et pour l'instant ils bougent pas, on a compris, mais vous avez quand même tous les vendeurs obligés, c'est-à-dire ceux qui vont hériter, ceux qui vont changer, qui ont acheté une maison pour y habiter, mais qui changent de travail et doivent déménager de ville. Donc tout ça, et puis tous ceux qui ont un DPE catastrophique et qui peuvent plus louer. Donc tout ça, ce sont des vendeurs obligés. Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant pour faire basculer le marché, ou est-ce qu'en fait leur nombre est relativement faible et ça ne va pas avoir de conséquences sur le marché? Alors ça, c'est une excellente question et c'est l'information qu'on n'avait pas à la fin de l'année dernière parce que les modèles prévoyaient pas du tout cette inertie en fait des vendeurs endettés. On commence à avoir des données là sur les 6 premiers mois de l'année, il faudra attendre les 6 mois suivants. En fait, cette situation me rappelle un petit peu pour les investisseurs de longue date ce qui s'est passé entre l'euro et le dollar pendant la crise des subprimes. C'est-à-dire que on prévoyait une volatilité folle de la parité euro-dollar et finalement c'est resté quand même dans un couloir plutôt stable par rapport aux historiques qu'on avait sur le franc suisse, les choses comme ça. Et en fait, l'euro et le dollar ont plongé en même temps en valeur. Donc c'était la course vers les deux bateaux qui coulent, si vous voulez. On ne sait pas qui va couler plus vite que l'autre. On sait que les deux vont atteindre le fond à peu près au même moment, mais pendant la course, c'est relativement stable. Et là, il se passe la même chose sur les volumes, donc à la fois les vendeurs et les acheteurs. On n'a plus qu'un filet d'acheteurs, très clairement, et le pouvoir d'achat immobilier a beaucoup baissé. On n'a plus que ce filet de vendeurs dont vous parliez, donc les ventes forcées. Et à mon sens, quelques investisseurs aussi qui sont dans une situation particulière parce qu'ils n'ont pas de dette. Aujourd'hui, on voit plutôt une stabilité des prix, on voit pas de crack. Alors la question des biens, des passoires thermiques qu'on peut plus louer va se poser, c'est vrai, il va y avoir des nouvelles vagues en 2025 et après un peu plus tard. Le problème, c'est que l'effet baissier des normes, finalement, est lissé dans le temps. Donc on n'est pas du tout sur une temporalité de crise où tout le monde veut partir en 6 mois. L'effet le plus rapide, en fait, sur la crise, c'est celui qu'on a eu en fin d'année dernière, en début d'année, c'est la hausse des taux. Donc là, vraiment le facteur à surveiller, ça va être la vitesse de hausse des taux. Parce qu'on a donc ce différentiel entre le coût de l'argent, le
potentiel des placements sans risque et le potentiel de l'immobilier. L'immobilier, on sait que c'est pas un placement sans risque, hein, tous les propriétaires vous le diront. Il y a des risques légaux, il y a les risques des locataires, il y a le risque de vacances locatives. Bon, tout ça, ça se cumule et on est en droit d'attendre une surrémunération quand on a un bien immobilier. Donc, quand votre argent gratuit passe de 1% par an à 3% par an en zone euro ou 5% en zone dollar, vous êtes en droit, en tant qu'acheteur, d'attendre que votre immobilier il passe de 5 à 7 à 8% de rendement. Donc ça, très clairement, quand les taux augmentent rapidement, quand l'argent gratuit augmente rapidement, le prix que les acheteurs sont prêts à mettre baisse très fortement. Donc ça met quand même un plafond de verre au marché. Maintenant, la question, c'est est-ce que les banques centrales, elles vont pouvoir se permettre de remettre des tours de vis? On l'a vu là avec la Banque du Canada qui a fait un peu la surprise, la Banque d'Angleterre qui semble un petit peu au pied du mur. On va voir ce que fait la BCE, parce que finalement, nous, on est en zone euro, c'est ça qui nous intéresse. Mais s'il n'y a pas de hausse des taux à plus de 5% des taux directeurs de la BCE, on n'aura pas cet effet de rareté de l'argent, de cherté, qui fera qu'il y aura un gros crack. En revanche, si la BCE décide d'aller all-in dans la destruction de l'économie, parce que je rappelle que c'est la politique qui est assumée, hein, juguler l'inflation en tuant la demande. Tuer la demande, ça veut dire tuer le pouvoir d'achat. Donc c'est vrai pour les salaires du privé, c'est vrai pour les salaires des fonctionnaires, c'est vrai pour les pensions de retraite et pour les allocations, c'est vrai aussi pour l'immobilier. On veut tuer le pouvoir d'achat des citoyens européens. Donc s'ils décident d'aller encore plus loin et de monter les taux à 6-7%, ce qui veut dire quasiment un doublement par rapport à aujourd'hui, et ben dans ce cas-là, oui, les acheteurs seront en droit d'exiger un prix 30-50% moins cher. Et là, ce serait très compliqué. Ouais. D'accord. Et du coup aujourd'hui, alors Christine Lagarde a dit qu'elle allait encore augmenter les taux au moins en juillet. A priori, petit à petit, hein, ça va être du 0,25. On ne s'attend pas en tout cas à ce qu'elle fasse des plus 1 ou des plus 0,5. Ça serait vraiment Ce ça serait la serait vraiment surprise. un signal horrible. Ça serait un signal terrible pour tout le monde. Mais donc du 0,25. Et puis elle a dit qu'elle continuerait a priori sur toute l'année 2024. Bon, Ouais. en restant très flou, parce qu'ils sont banquiers centraux, donc ils sont forcément flous. Mais elle a clairement dit qu'elle ne voyait pas actuellement le pic de la hausse des taux. Donc elle pense que ça va continuer comme ça à augmenter les taux. Probablement à chaque fois à 0,25, enfin sur quelque chose de petit, sauf s'il nous arrive quelque chose de catastrophique entre-temps et que l'inflation reparte sur un deuxième tour d'inflation, ce dont a peur Madame Lagarde pour le moment. Dans ce contexte-là, en fait, est-ce qu'il faut, quand on est investisseur immobilier, qu'on veut s'acheter, ou même qu'on veut s'acheter son bien pour soi-même, qu'on se dit, bon, j'ai un peu de temps, je suis pas obligé d'acheter ce mois-ci, c'est pas parce que je viens d'arriver dans la banlieue de Lyon que je dois absolument m'acheter ma maison tout de suite, je peux peut-être attendre un petit peu, quelques mois. Est-ce que dans ces conditions, on a intérêt à attendre en se disant il va y avoir une baisse du prix de l'immobilier là dans les mois qui viennent, qui va compenser la hausse des taux que je peux encore voir, ou est-ce qu'on a intérêt à se dire non bah j'achète tout de suite parce que de toute manière voilà je n'aurai pas de baisse de l'immobilier forte dans les mois qui viennent. Alors là, on va revenir à ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes. Hein, ça dépend de la typologie du marché immobilier. Si on est dans une ville où c'est uniquement de l'immobilier spéculatif, où les rendements sont négligeables, je pense qu'on peut se permettre d'attendre un an ou deux parce que on peut avoir la disparition du marché d'investissement spéculatif. On va l'expliquer comme ça. Voilà. Si les gens en ont marre d'avoir des biens immobiliers qui leur coûtent tous les ans et qui se rendent compte que, en regardant les chiffres des notaires ou de meilleurs taux, le prix au mètre carré baisse pendant 6 mois, un an. Vous savez, tous les investisseurs sont pas BlackRock, sont pas très patients. Je connais beaucoup de propriétaires. Petits propriétaires en général, c'est des gens pas forcément très bien renseignés, qui regardent tous les mois la valeur de leurs biens, comme on regarde la bourse, hein, pour se Ouais, donner une idée ouais. du portefeuille. Et quand ils voient que ça baisse, ils disent bah, je vais vendre. Ils pensent Ouais. pas du tout sur le long terme, alors que l'immobilier doit être vu sur le long terme. Donc ça, c'est une erreur à mon sens, mais c'est une erreur que suffisamment de gens font pour pouvoir influencer le marché. Donc effectivement, si vous Là, on venez parle d'arriver, des grandes villes type Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, oui, Lille, Nantes, enfin voilà. Bordeaux, toutes ces agglomérations, bah, vous savez, un bon indicateur, c'est si vous connaissez des gens qui sont propriétaires et qui se prennent pour Warren Buffett parce qu'ils ont vu leur bien doubler de valeur en 10 ans et qui se prennent pour des génies de l'investissement alors que c'est pas du tout leur métier, vous pouvez vous dire qu'il y a une bulle spéculative. Et quand il y a une bulle spéculative, très clairement, c'est pas le moment de rentrer. En revanche, si vous déménagez pour des questions professionnelles et que vous vous trouvez dans une ville moyenne, dont les
dont les prix ont été relativement stables. Il y a pas mal de villes dont les prix sont les mêmes qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, hein, quand on regarde dans les zones géographiques, il n'y a pas forcément de bulles partout. Et Mhm. là, en fait, tant qu'on rentre dans un régime transitoire de hausse des taux, vous retombez sur la problématique classique qui est, en gros, combien de temps je veux rester? Est-ce que ça va me permettre d'amortir les frais de mutation, même les droits qu'il faut payer quand on est propriétaire, hein. Il y a des charges si vous êtes en copropriété, il y a les dépenses d'entretien, tout ça. Et là, la conclusion, c'est souvent que si on reste moins de 5 à 10 ans, ça vaut pas le coup d'être propriétaire. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez ce que nous dit Lagarde. Alors c'est des prévisions, mais on n'a que ça à se mettre sous la dent aujourd'hui. Bon, un nouveau tour de vis de 0,25 d'ici l'été. Si on passe sur les taux d'emprunt de 4 à 4,25%, c'est même pas du 10%. Donc c'est Mhm. dans l'épaisseur du trait dans votre négociation immobilière. Enfin, tout le monde négocie son bien de 10%, surtout en ce moment. Donc se dire je vais attendre 6 mois pour gagner 10% parce que le marché va peut-être baisser de 10%, mais à côté de ça, mon taux d'emprunt va monter lui de 6%, bon, je vous laisse faire les calculs, ça vaut pas le coup. Et D'accord. pareil, s'il y a un nouveau tour de vis en septembre et en décembre, quand on est en régime stationnaire, j'ai envie de dire, même si c'est un régime stationnaire de hausse, hein, mais Mhm. si on se prend 0,25 points tous les 3 mois, tous les 6 mois, le marché va s'adapter, mais ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. Donc c'est pas forcément intéressant. Là où ça peut être intéressant, c'est toujours pareil quand on sort du régime stationnaire et qu'on passe en régime transitoire, c'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir un effet de ciseau entre le taux d'intérêt, donc qui est en gros le prix de l'argent rémunéré sans risque, et qui est aussi globalement le prix que les gens empruntent à 15-20 ans, ça s'équilibre. Quand vous avez ce taux-là qui passe dans une région donnée au seuil de rentabilité de l'immobilier locatif, là effectivement les investisseurs se mettent à vendre. Et là vous pouvez avoir une baisse des prix. Ça nécessite quand même une connaissance fine du marché. Mais ça, de toute façon, c'est un calcul que j'incite tous les propriétaires potentiels à faire. Regardez le bien que vous convoitez à l'achat, regardez combien vous allez le payer à la location, faites vos calculs, comptez bien le coût de l'argent, parce qu'emprunter sur 20 ans, ça coûte cher, surtout en ce moment, et voyez si vous êtes gagnant. On n'est pas toujours gagnant en étant propriétaire en France, hein, surtout dans notre contexte fiscal actuel. Ah ouais. Euh, c'est quand même Surtout se avec la mettre un peu... limitation là, limitation des augmentations de loyer, alors que c'est all-in sur la taxe foncière. Ah bah ça, c'est Ça génial. On change est pas mal. taxé sur des augmentations qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, Ouais. c'est dans le genre, le loyer virtuel, il n'y a pas mieux. Donc oui, quand on pense au coût de l'argent et à la rentabilité du bien immobilier, c'est vrai qu'on est en période d'inflation. Donc si on Mhm. peut se permettre d'attendre 10 ans avant de vendre son bien immobilier, on peut se dire que les loyers vont monter. C'est clair qu'il ne faut pas compter l'inflation réelle. Ne comptez pas que vous allez monter vos loyers de 10% en 2023, vous n'aurez pas le droit de le faire. L'année dernière, on a été capé à 3,5 alors que l'inflation était plus à 6 officiellement. C'est clair que c'est un transfert de pouvoir d'achat des propriétaires vers les locataires. Mais comptez quand même qu'il y a une inflation. On reste en période inflationniste, hein, donc j'ai pas tout à fait confiance dans la capacité de la BCE à réguler l'inflation, surtout vu la manière dont elle essaie de la réguler, c'est-à-dire en tuant le tissu productif, en étranglant les entreprises. C'est pas comme ça historiquement qu'on a réglé les problèmes économiques. Et alors, toujours pour les investisseurs, les SCPI ont eu vraiment la cote l'an dernier. Est-ce que, mais je vous avais interviewé il y a quelque temps justement sur des problèmes que connaissaient les fonds immobiliers aux États-Unis et en Angleterre, où ils étaient vraiment dans une situation catastrophique. Il y a eu récemment Robert Kiyosaki et Elon Musk qui ont tiré le signal d'alarme aux États-Unis justement sur les fonds immobiliers. Euh, les SCPI en France ont tassé la cote. Ils ont énormément collecté d'argent en 2022. Euh, Est-ce que si je veux investir dans l'immobilier, puisque c'est peut-être pas le moment de le faire, l'immobilier locatif, je parle, hein, puisque c'est peut-être pas le moment de le faire dans une des grandes villes de France, est-ce que je peux placer mon argent en SCPI ou est-ce qu'il y a un risque qui devient très très fort là-dessus et il faut mieux éviter les SCPI? C'est une bonne question et c'est vrai que ça intéresse beaucoup les investisseurs français qui ont pu avoir un peu peur quand ils ont vu ce qui s'est passé sur les fonds qui ont des actifs donc aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors j'ai envie de dire que la SCPI française, c'est un peu la moins pire des solutions aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. Très clairement, en termes patrimonial, mettre toutes ses billes dans l'immobilier aujourd'hui, si vous venez de toucher un héritage ou partir à la retraite et d'avoir un petit pécule, c'est risqué. Pensez bien que l'immobilier, c'est une affaire de long terme. Et là où les,
j'allais dire les actionnaires. Non, c'est des participations, c'est pas des actions forcément dans les fonds. Se sont fait complètement avoir sur les investissements UK et US. C'est parce qu'ils ont cru à la promesse de la titrisation. On leur a dit ouais, c'est titrisé, vous n'êtes pas propriétaire des biens immobiliers, vous êtes propriétaire de parts dans des fonds qui ont de l'immobilier, donc vous pouvez vous les échanger. En plus, vous pouvez rentrer à $2000, 2000 €, 2000 pounds. Bon, ça c'est vrai, la titrisation permet de morceler l'investissement, permet de limiter le risque. En revanche, elle donne absolument pas une liquidité. Le sous-jacent, ça reste de la pierre. Et quand vous avez un marché très dynamique, donc au UK et aux US, parce que justement les acheteurs empruntent à taux variable, et donc quand c'est la débandade, là tout le monde part, on n'a pas l'effet stabilisateur de la France, ça tombe très vite, et c'est ce qu'on a vu en fin d'année 2022, début 2023, les gens qui veulent revendre leur part ne peuvent pas. Sur la SCPI, normalement, si vous lisez bien le prospectus et si votre conseiller fait bien son travail, il vous explique que c'est pas liquide. Il vous explique que quand vous achetez des parts de SCPI, ok, ça peut être pas cher, ça peut être à 1000 €, voire à 200 € pour les plus récentes qui aiment bien faire des tout petits fragments. N'empêche que vous êtes collé, selon l'expression consacrée, pendant 5 à 10 ans. Ils vous disent oui, vous pouvez toujours vendre. Alors aujourd'hui, c'est facile de vendre parce qu'il y a un tel afflux de capitaux que vous trouverez toujours des acheteurs pour vos parts, mais si le marché se fige et si le sous-jacent baisse vite, vous allez avoir encore une fois les investisseurs un peu suiveurs, un peu moutonniers, qui vont tous se jeter vers la sortie, qui vont dire ah mais SCPI a baissé la valeur de sa part, je veux vendre, et là vous pouvez tout à fait avoir un mouvement de panique, et dans ce cas-là vous ne sortirez pas. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement, parce qu'effectivement, si vous voulez de la pierre aujourd'hui, la SCPI vous permet de mutualiser les risques, vous permet aussi de faire de la pierre un vrai investissement passif, et j'insiste bien là-dessus, investir dans un bien immobilier locatif, c'est pas un investissement passif, c'est presque un métier. Hein. Il faut gérer les locataires, il faut gérer les artisans, il faut gérer l'administratif. Ceux qui ont découvert la déclaration des biens immobiliers cette année, le nouveau chef-d'œuvre informatique de Bercy, savent de quoi je parle. C'est un boulot. Avec la SCPI, c'est vrai que c'est simple, vous pouvez acheter vos parts, vous attendez vos loyers, et puis ils tombent quand ils tombent. À quoi s'attendre sur les SCPI cette année? Bon, déjà, n'espérez pas forcément que les loyers augmentent beaucoup, hein. Même si on a de l'immobilier professionnel, même si en théorie on peut reporter l'inflation parce qu'il n'y a pas ce bouclier tarifaire qu'il y a eu sur l'immobilier locatif des particuliers, les boîtes vont pas toutes bien cette année, hein, je vous le cache pas, puis vous le savez probablement, et les bailleurs n'ont pas forcément intérêt à mettre plus 5, plus 7% de loyer. Le but, c'est pas de perdre ses locataires, surtout quand c'est des bons locataires. Donc les SCPI vont peut-être pas augmenter les rendements cette année. Pareil pour la valeur des parts. Ah, on aime bien se faire plaisir, hein, et on aime bien recevoir un petit mail de SCPI en se disant ah, la valeur de ma part a pris 2% cette année, c'est bien, c'est du patrimoine en plus. Alors déjà pas forcément, parce qu'encore une fois, quand vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas encaissé cette valeur théorique, hein, c'est comme en bourse. Et en plus de ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle si l'année d'après, elle vous dit cette année, on perd moins 5%. Donc ce que les SCPI ont beaucoup fait là depuis 12 mois, c'est utiliser la marge de manœuvre qu'elles ont. Vous savez que réglementairement, elles sont censées être dans un couloir de 10% autour de la valeur réelle de la part. Alors déjà, la valeur réelle, c'est des estimations, donc on met un petit peu ce qu'on veut dedans, et en plus de ça, il y a cette marge de 10%. Donc il y a beaucoup de SCPI qui ont quand même senti tourner le vent, hein, c'est quand même des professionnels de l'immobilier, qui n'ont pas trop augmenté la valeur des parts l'année dernière, et qui devraient pas trop la baisser cette année. Après, le marché, il est ce qu'il est. Si effectivement on a un effondrement, surtout sur l'immobilier professionnel, qui est quand même plus dynamique, de 10, 15, 20% sur l'immobilier, sur cette typologie d'immobilier, ils seront obligés de baisser les parts. À ce compte-là, ça pourra redevenir intéressant d'acheter. Il faut toujours acheter quand c'est pas cher et vendre quand c'est cher. Oui, parce que l'immobilier professionnel, que ce soit les commerces ou les bureaux, on est quand même, le nombre de faillites augmente de manière très importante en ce moment. L'augmentation des taux directeurs de Lagarde, comme vous le disiez, ça a tendance à ralentir l'économie. C'est même c'est la volonté. Hein, c'est pour ça qu'on augmente les taux d'intérêt. Hein, c'est pour ralentir l'économie. Donc, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec des bureaux vides, comme on l'a actuellement à San Francisco? Vous avez des tours où 70% des bureaux sont vides. Alors, on n'arrivera peut-être pas à ça en France, mais moi, j'ai cru entendre des choses sur la Défense où il y avait des tours qui commençaient à se vider sérieusement. Donc, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec des bureaux vides, avec des commerces, des murs commerciaux vides, en fait, sans commerce intérieur? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là sur les SCPI, justement, bien sûr que si. tourner vers ça? Si, bien sûr. Alors, ça ira peut-être pas dans les proportions de San Francisco, où en plus, la Californie est quand même très
resté très progressiste depuis le Covid. Il y a encore beaucoup de télétravail. Moi, je connais des gens qui travaillent à San Francisco qui sont toujours à 1 jour par semaine en télétravail. Mmh. Ça aide pas hein, au remplissage des bureaux. Et si toutes les boîtes font ça, c'est vrai que quand on baisse de 80% le taux d'occupation, on baisse de 80% le taux d'occupation au niveau des buildings. Hein. Ouais. En France, on a quand même un revenu un petit peu à la normale, mais on a ce risque. On a le risque, promenez-vous dans les centres-villes des villes moyennes, hein, vous verrez que les boutiques, les pas de porte, il y en a quand même beaucoup qui sont à vendre à louer. Et ça, malheureusement, c'est une dynamique qui risque de continuer. En revanche, les SCPI ont quand même cet avantage donc de la diversification. Elles sont capables d'acheter des entrepôts logistiques en même temps qu'elles achètent des boutiques. Donc c'est un Mmh. jeu de vase communicant. Hein. On peut pas être gagnant à la fois sur le commerce de proximité et sur Amazon, mais quand on a des billes sur les deux dossiers, ça s'équilibre aussi. Donc pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est la moins mauvaise des solutions. Plutôt que d'acheter soi-même de l'immobilier commercial, d'acheter, vous savez, c'était très à la mode il y a 10 ans de ça, les agences bancaires qui étaient propriétaires de leurs murs, qui, Ouais. par leur banque de patrimoine, sollicitaient les gros patrimoines en disant est-ce que vous voulez devenir propriétaire de notre agence bancaire. Alors ça flattait l'ego des clients qui se disaient oh là, je vais posséder les murs de ma banque. Ouais. Sauf que les banques, elles savaient très bien qu'elles vendaient l'immobilier parce qu'elles prévoyaient dans 5 ans de sortir. Mmh. Et il y a pas mal de propriétaires qui se retrouvent avec des murs d'anciennes agences bancaires vides. C'est très difficile de mettre d'autres commerces parce que c'est quand même des typologies de biens un peu particulières. Donc c'était pas du tout des cadeaux. Et ça, c'est malheureusement des pièges dans lesquels tombent facilement les investisseurs particuliers parce que ils ont une envergure tout simplement de particuliers. Hein. On Mmh. peut mettre 500 000, 1 million, 2 millions d'euros. C'est quand même beaucoup plus difficile de mettre 20 millions d'euros quand on est un particulier dans l'immobilier. Et ça, la SCPI le fait bien. Mais pour répondre à la question, si ce risque existe, et la seule manière de s'en prémunir, c'est vraiment de se dire qu'on on rentre maintenant, on peut aussi lisser son investissement dans le temps, hein, c'est l'intérêt des SCPI aussi, vous pouvez mettre un peu d'argent tous les 6 mois, et on se prépare à faire un cycle économique entier, c'est-à-dire avec une vraie récession, avec une vraie baisse de valeur des actifs, qui se traduira par une hausse des rendements, hein, donc on n'est pas forcément perdant en tant qu'investisseur, et dans 10 ans, dans 15 ans, on revend. Mais si vous êtes aujourd'hui, que vous venez de partir à la retraite, que vous avez un petit pécule à placer et que vous dites que vous aurez besoin de l'argent dans 5 à 10 ans, c'est clairement pas le moment de se mettre dans l'immobilier, quelle que soit la forme. D'accord. Donc, pour résumer votre pensée, je me trompe pas en disant, bon, les grandes villes, les villes spéculatives, entre guillemets, où on plaçait son argent pour avoir une augmentation de la valeur du bien de son appartement, on évite pour le moment, on reste à l'écart parce qu'il y a des risques de baisse importants. Sur les villes de province, les petites villes, entre guillemets, de province, là, c'est vraiment suivant la ville et suivant le marché, parce qu'il n'est pas du tout dit qu'elle baisse. Et puis, si on veut s'acheter une maison pour y vivre, ma foi, on n'est pas sur les mêmes horizons de temps. Donc voilà. Et les SCPI, on y va prudemment. Si on a un temps long devant soi, vraiment long, pour faire tout un cycle économique, donc 10, 15, 20 ans, et pas si on recherche une rentabilité sur 5 ans ou moins. C'est ça? Ouais, faut J'ai se bien faire avoir résumé? par les promesses de rentabilité, de titrisation, de facilité. C'est pas parce que vous pouvez acheter en 3 clics que vous pouvez vendre en 3 clics. Donc Mmh. voilà, vraiment le temps long et puis et surtout en anticipant un cycle immobilier complet, on dort mieux la nuit. Vous verrez votre investissement baisser en valeur faciale, mais si vous savez que vous n'avez pas besoin de vendre et que vous comptez pas vendre, c'est pas grave. Si après c'est l'argent qui doit vous permettre de financer les études de vos enfants et que vous voyez le bac s'approcher, c'est un petit peu différent. Donc voilà, pensez bien à l'horizon de temps avant d'investir dans l'immobilier. Bon, Étienne Henry, je vous remercie pour toutes ces informations. Donc, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora, et je mets un lien dans la description pour que vous puissiez, vous qui nous regardez, vous inscrire à la newsletter des publications Agora, et que vous ayez toutes ces informations en fait directement et quotidiennement dans votre boîte mail. Étienne Henry, merci. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Mettez un pouce vers le haut à cette vidéo, commentez-la, partagez-la, et je vous dis à tous à très bientôt. Merci beaucoup, très bonne journée.